et du développement. À la une de l'actualité, la journée mondiale de l'hémophilie. Il s'agit de sensibiliser le public aux réalités de cette maladie encore mal connue, liée aux troubles de la coagulation. En Côte d'Ivoire, 2000 personnes touchées. Des précisions dans ce 13h. On parlera également dans ce 13h de la lutte contre le racket. 16 dossiers de poursuite qui mettent en cause 16 éléments des forces de sécurité et de défense transmis au commissaire du gouvernement. La terre a tremblé hier en Équateur. Bilan, au moins 77 morts et près de 600 blessés. Des images dans votre édition. Bonjour à tous. L'information vient de tomber. L'un des proches de Kunta Dalla, cerveau de l'organisation des attaques de Bassam, aurait été arrêté dans la nuit de samedi à dimanche à Bamako, selon des sources étrangères. Cet homme de nationalité malienne était inscrit comme numéro 2 des personnes recherchées après les attaques du 13 mars dernier à Grand Bassam. Dans le cadre de la situation sécuritaire entre les deux pays, les services ivoiriens sont en route pour le Mali relativement à cette autre arrestation. Nous y reviendrons en fonction de l'évolution de l'information dans nos prochaines éditions. Votre magazine du dimanche est consacré à la 29e conférence de la FAO. 46 ministres africains de l'agriculture étaient sur place ici à Abidjan pour analyser les questions liées au réchauffement climatique, à la sécurité alimentaire et à la mobilisation des ressources. C'était du 4 au 8 avril dernier. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces assises? Monsieur Koulibaly Siaka Minahia, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural, est avec nous ce dimanche pour répondre à cette préoccupation. Bonjour, monsieur le directeur. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Dans une trentaine de minutes, nous allons échanger avec vous. Mais avant, feuilletons les pages de l'actualité internationale et nationale. Commençons déjà par ces mots de Bert Koenders, le ministre néerlandais des Affaires étrangères, a salué samedi à Abidjan les grands changements en Côte d'Ivoire, où la page de la crise post-électorale est désormais tournée. Message de l'ancien chef de l'opération de l'ONU en Côte d'Ivoire de 2011 à 2013, à l'issue d'une rencontre avec le président Alassane Ouattara. Le point de l'audience avec Mahamadou Traoré et Ali Diarra-Souba. 3 ans après l'avoir quitté, Bert Koenders retrouve Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Cette fois en qualité de président en exercice du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Reçu par le président Alassane Ouattara ce samedi, le diplomate européen a expliqué l'objet de cette mission de travail, à savoir trouver avec les autorités ivoiriennes des stratégies pour contrer les flux migratoires en partance d'Afrique pour l'Europe. Au nom du haut représentant, Mme Mogherini, nous avons parlé de l'importance du partenariat équitable entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne. On a parlé sur les complexités de la question de la migration, où votre pays a une grande expérience dans la sous-région. Et on a pensé comment on peut gérer tous les aspects de migration internationale entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire. Cette mission de travail s'inscrit dans la droite ligne des engagements pris par les États africains et européens lors du sommet sur la migration qui s'est tenu à La Valette, île de Malte, en novembre 2015. Avant Abidjan, Bert Koenders était au Mali et au Ghana. Autre audience du chef de l'État, le président Alassane Ouattara a également reçu le président du Sénat chinois. Il était à Abidjan du 13 au 16 avril dernier. Au centre des échanges, le renforcement de la coopération. Regardez. La visite de Yu Zhengsheng à Abidjan marque la volonté de la Chine d'ouvrir une nouvelle ère de coopération avec la Côte d'Ivoire. Le président du comité national de la 12e conférence consultative politique du peuple chinois est venu annoncer au président Alassane Ouattara que son pays entend notamment accroître ses investissements en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs sont visés.
Je tiens à remercier sincèrement le président de la République de Côte d'Ivoire, le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, ainsi que tous les amis ivoiriens pour l'accueil chaleureux et généreux que vous nous avez bien voulu nous réserver. Cette fois-ci, nous sommes venus ici pour promouvoir la mise en œuvre des consensus dégagés sur les relations bilatérales par le président Xi Jinping et le président Ouattara, ainsi que les 10 grands programmes de coopération sino-africains proposés et avancés par le président Xi Jinping lors du sommet de Johannesburg. Ces dernières années, le pays a maintenu un développement à vitesse très satisfaisant et le climat d'affaires s'est beaucoup amélioré. Et je suis convaincue qu'avec la confiance politique mutuelle sans cesse approfondie, les échanges humains et culturels sans cesse intensifiés et une coopération économique renforcée, nous pouvons sûrement promouvoir encore davantage nos relations dans divers domaines. Dans le domaine économique, nous avons notamment à approfondir notre coopération en matière d'infrastructures, de production industrielle, d'agriculture, d'industrie forestière et d'élevage. Et ce, pour réaliser finalement une situation gagnant-gagnant pour les deux pays. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir la visite du président du Sénat de la République de Chine et dire que c'est un grand moment pour la Côte d'Ivoire, pour le peuple ivoirien, de recevoir notre hôte qui a eu déjà des entretiens avec le président de l'Assemblée nationale, des entretiens très fructueux. Je suis rentré particulièrement hier soir pour pouvoir échanger avec M. le Président et je voudrais le remercier d'être resté quelques heures de plus pour que nous puissions échanger. Ces échanges ont été très fructueux. Cette nouvelle ère de coopération bilatérale, dite gagnante-gagnante, la Chine ambitionne de la partager également avec l'ensemble du continent africain. En décembre 2015, son président, Xi Jinping, annonçait une enveloppe de 60 milliards de dollars pour le financement de 10 programmes de développement en Afrique sur la prochaine décennie. Et sur ces images maintenant, avant son départ hier samedi, le président du Sénat chinois a été décoré. Sa visite en Côte d'Ivoire a été marquée par plusieurs séances de travail entre le Sénat chinois et l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, des initiatives pour renforcer la coopération entre les deux pays. En économie, on s'intéresse à l'indice de performance du secteur privé dressé par une agence de notation panafricaine spécialisée dans l'évaluation du risque crédit. Au mois de février, l'indice affichait une tendance positive quant à la relance des activités des entreprises privées en Côte d'Ivoire, conséquence de l'environnement des affaires offert par l'État ivoirien. Les détails de cette performance avec Adama Koné. Bonne santé pour le secteur privé ivoirien. On peut lire sur le bilan de santé du mois de février que l'indice activité s'est établi à 51,78 contre 44,50 précédemment. Traduction, le secteur privé affiche globalement une nette reprise d'activité. La locomotive, l'agriculture, l'industrie et les services. Aujourd'hui, c'est vraiment beaucoup d'espoir suscité et c'est beaucoup d'encouragement dans nos activités. Et nous pensons que cela va continuer. Pour ce qui me concerne, les chiffres ont bougé. Lorsque j'ai fait un point en regardant mon tableau de bord et en faisant des comparaisons, voyons les améliorations. Et très sincèrement, en janvier-février, nous avons senti cela. L'indice environnement, lui, enregistre une hausse timide de 0,13. Pour le cabinet de notation Bloomfield, cette légère hausse est le fait du cadre macroéconomique. Témoignage. Avec le CPC qui est là, la création d'une société en 48 heures, la sécurisation des investissements, alors l'état même dans lequel l'investisseur se retrouve lorsqu'il arrive, ne serait-ce que le fait d'être très bien logé, il y a des infrastructures pour les accueillir, ils comprennent quand même que le pays est en état de marche. L'évolution du niveau des affaires est illustrée chaque mois par l'indice de performance du secteur privé, IPSP. Cet indice a deux composantes, l'indice environnement et l'indice activité. En santé, aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l'hémophilie, journée célébrée chaque année le 17 avril. Objectif, sensibiliser le public aux réalités de cette maladie encore mal connue, liée aux troubles de la coagulation. En Côte d'Ivoire, l'ONG Hémophilie Côte d'Ivoire a marqué l'événement à l'INFAS pour faire connaître cette maladie héréditaire. Le compte-rendu d'Ami Sissoko. Herman, 3 ans, est hémophile. Il a souvent mal aux articulations.
Conséquence, il a du mal à se déplacer. Quand on l'a circoncis, c'est là qu'on a vu qu'il saignait à tout moment. On ne savait pas qu'est-ce qui se passe. Si sa tête aussi a coigné quelque chose, ça peut s'enfler juste un peu. Voilà, mais on le soulage avec de la glace. L'hémophilie est une maladie hémorragique et héréditaire. Selon l'OMS, elle touche 1 à 2 personnes sur 10 000 naissances dans le monde. Ce sont les saignements qui sont les signes. Et ce sont les saignements qui entraînent des conséquences, et des conséquences graves. Parce que les saignements peuvent siéger partout. Si le saignement siège dans la tête, c'est un coma et l'enfant meurt. Si le saignement siège peut-être au niveau de la bouche, de la langue, alors ça peut étouffer l'enfant. Ça, ce sont des accidents graves. Mais il faut savoir que l'enfant naît avec la maladie, donc il va mourir avec cette maladie. Il y a une série de traitements. Pour donner un visage à cette maladie, le 17 avril est devenu la journée mondiale de l'hémophilie. En Côte d'Ivoire, ce sont plus de 2000 personnes qui sont touchées par cette maladie rare et méconnue. Alors, 2 jours avant la célébration officielle de cette journée, cérémonie à l'Institut national de formation des agents de santé INFAS au CHU de Treichville. Pas grand monde pour célébrer l'événement, mais parents, amis et malades de l'hémophilie sont venus donner de la voix pour sortir l'hémophilie de l'ombre. Pour venir en aide aux malades de l'hémophilie, nous recevons des dons de la Fédération mondiale des hémophiles à laquelle nous sommes affiliés. Ils nous envoient des médicaments pour traiter les hémophiles ici en Côte d'Ivoire, puisque ces médicaments ne sont pas disponibles ici dans le pays. En droit du ministère de la Santé, c'est un cri de cœur que nous leur lançons pour pouvoir mettre à la disposition des malades sur le territoire ivoirien les facteurs de coagulation pour que les hémophiles puissent se soigner. Vivre une vie normale malgré l'hémophilie, c'est possible, mais difficile sans subvention et disponibilité des médicaments. Des médicaments qui coûtent 150 000 francs CFA l'unité. Or, pour stopper une hémorragie, il faut 3 à 5 unités. Concernant les médias, les journalistes ivoiriens réunis au sein de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, l'UNJCI, sont en congrès ordinaire depuis samedi pour élire un nouveau président autour du thème UNJCI 25 ans après, bilan et perspectives. Le nouveau président de l'UNJCI sera donc connu ce soir. Qu'est-ce que la loi d'accès à l'information d'intérêt public? Cette loi qui garantit aux citoyens l'accès à l'information utile et leur participation au processus démocratique a été détaillée au cours d'une rencontre initiée par la Commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics et le Centre d'information et de communication, nous dit Franck Wadio. Le droit à l'information, un droit inaliénable qui a conduit le gouvernement à adopter la loi du 23 décembre 2013 relative à l'accès à l'information d'intérêt public. Pour mieux vulgariser l'instrument, la KIDP, Commission d'accès à l'information d'intérêt public, et le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, rencontrent les responsables de communication des ministères et institutions. L'idée est de leur permettre de mieux apprécier les demandes d'accès aux informations, aux documents publics introduites par les usagers auprès de vos administrations en vue de les traiter et de leur donner les suites les plus appropriées en conformité avec la loi. Cette loi qui dit en son article 4 que les organismes publics et leurs démembrements sont tenus de diffuser au public les informations et les documents qu'ils détiennent. Mais comment accéder à l'information? La requête est écrite en français et les résultats dans un délai de 15 à 30 jours selon la qualité du demandeur et la somme d'information du requérant. Dispositions juridiques et rôle et mission de la KIDP expliqués aux communicateurs à la grande satisfaction de Ndoubuissi Florentine, représentant le ministre de la Communication, et satisfait aussi pour les initiateurs que n'a pas manqué de traduire Anne-Marie Konampine, directrice du CICG, aux participants à cette rencontre, la 3e du genre initiée par la KIDP. Parlons maintenant de la lutte contre le racket. Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein de l'armée. Le bilan des 3 derniers mois révèle que la cellule de la police judiciaire de l'unité de lutte contre le racket a transmis au commissaire du gouvernement 16 dossiers de poursuite qui mettent en cause 16 éléments des forces de sécurité et de défense qui s'adonnaient à des pratiques de corruption lors des contrôles routiers. Ils seront entendus dans 2 semaines. Le point avec Abou Sanogo.
Ce sont 16 dossiers de poursuite transmis au commissaire du gouvernement, le colonel Ange Benakessi Kwame, par la cellule de la police judiciaire de l'unité de lutte contre le racket. Et ces dossiers mettent en cause un gendarme et 15 agents de police, dont une femme. Ils ont été arrêtés et déférés devant le parquet militaire pour des faits de racket, de violence et voies de fait à Anyama, San Pedro, Diokwe et Abidjan. C'est ce qui ressort du point des activités menées par les enquêteurs de l'unité de lutte contre le racket sur l'ensemble du territoire national ces 3 derniers mois. Nous sommes venus avec beaucoup de pièces à conviction qui montrent qu'ils ont effectivement racketté. À poursuivre les racketteurs. Tant qu'ils vont racketter, nous serons derrière eux. Saisi des différents procès-verbaux, le procureur militaire Ange Kessi entendant poursuivre les auteurs de ces infractions, car selon lui, les forces de l'ordre doivent dans leur mission régalienne assurer la sécurité des biens et des personnes et non être des canaux de corruption. Le gendarme et les 15 agents de police qui s'adonnaient à des pratiques d'extorsion de fonds lors des contrôles routiers seront face au tribunal militaire dans 2 semaines. Dans le domaine de l'environnement, un atelier sur la forêt ivoirienne a réuni 75 experts des questions environnementales. L'atelier visait à élaborer puis valider le plan d'investissement forestier afin de trouver une solution durable à la disparition du couvert forestier ivoirien qui se dégrade au fil des ans. Franck Quadio. La situation est alarmante. La forêt ivoirienne subit actuellement une forte dégradation due à l'action non contrôlée de l'homme. Ces propos sont du ministre ivoirien de l'Environnement, rapportés par sa directrice de cabinet Nassiré Kaba. Et nous sommes à l'ouverture de l'atelier de validation du PIF, le plan d'investissement financier de la Côte d'Ivoire, un atelier pour trouver une solution durable à la question de la disparition de la forêt ivoirienne. Les causes de la déforestation même sont hors du secteur forestier. Nous avons la démographie, l'agriculture qui n'est pas bien contrôlée, nous avons le feu, nous avons également le bois énergie, ce qu'on appelle le charbon de bois. Donc tous ces problèmes-là seront résolus et cartographiés afin d'apporter des solutions adaptées à chaque région. Pour gérer la question, ce sont 75 experts en la matière qui sont mobilisés ici à cet atelier. RED+, la réduction des émissions liées à la déforestation et à la dégradation des forêts dans les pays en développement, consultants internationaux, administration publique, associations des filières agricoles entre autres, mais surtout les partenaires techniques et financiers que sont la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement. La banque va bientôt commencer la préparation d'un programme, le programme Bélier. Nous parlons de la région de Yamsokro, Didier-Vie et autres, où nous allons mettre en œuvre un programme à vocation de reboisement, de reforestation. Ce PIF, une fois validé, sera présenté au Mexique au mois de juin prochain devant le comité de direction de la Banque mondiale. Rappelons que selon la FAO, la forêt ivoirienne est passée de 16 millions d'hectares en 1960 à 2 millions d'hectares aujourd'hui, ce qui fait que la Côte d'Ivoire est devenue un pays importateur de bois. Autre sujet, autre actualité, les élections pour le renouvellement des instances de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire auront lieu le 10 juillet prochain. Et dans le cadre des préparatifs de ces élections, un atelier d'information et de formation des autorités préfectorales a été organisé par la commission de contrôle des dites élections à Yamsokro, nous dit Abou Sanogo. Au centre de cette rencontre, le renouvellement des organes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, une institution consulaire à vocation nationale, d'où un atelier de formation et d'information des autorités préfectorales sur le processus de renouvellement des organes de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, organisé par la commission de contrôle des dites élections. Notre commission compte bénéficier de l'expérience et de l'expertise dont vous avez toujours su faire montre en matière électorale pour mener à bien sa mission. L'enjeu de ces élections nous situe au cœur des ambitions du gouvernement et du président de la République de faire de notre pays un pays émergent où la croissance économique et le progrès social se fédèrent de manière harmonieuse. Les préfets ont donc pour mission de recenser les électeurs,
constituer la liste électorale et d'organiser les élections au niveau de chaque circonscription électorale en vue de la désignation des 102 membres de l'Assemblée générale. Par ailleurs, les grands axes du chronogramme se présentent comme suit. Inscription sur les électorales du 14 au 28 avril. Convocation du collège électoral le 27 mai. Campagne électorale du 30 juin au 9 juillet. Tenue des élections le 10 juillet. Au thème du séminaire, les préfets se sont appropriés ce processus et entament à partir du 14 avril la sensibilisation des opérateurs économiques de leurs circonscriptions respectives. L'université Peleforo Gonkulibali de Korogo vient d'acquérir une vaste parcelle de terre cultivable pour renforcer la formation pratique des apprenants dans le secteur de l'agriculture et de l'élevage. Une cérémonie a été organisée à cet effet, nous dit Chantal Eouma à Kandon. La formation pratique et compétitive est un défi permanent à l'université Peleforo Gonkulibali de Korogo. Les dirigeants de cette université, tournés vers l'agro-pastoral, entendent mettre tout en œuvre pour atteindre les objectifs visés, entre autres le renforcement des capacités de cette institution en termes d'infrastructures, mais surtout la quête permanente de terres cultivables pour la création de fermes agro-pastorales en vue d'une formation pratique de qualité des étudiants inscrits dans cette filière. Cette quête permanente a fini par porter des fruits. De nombreux sites ont déjà vu le jour dans la région du Poro. Le périmètre acquis dans le village de Longo s'étend sur plus de 500 hectares, un don fait à l'institution par le patriarche Koulibaly Gipesongui, chef de ce village. Par ce geste, le chef et sa communauté entendent se mettre au service de l'État, en contribuant efficacement à la formation des étudiants de l'université pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. La cérémonie de purge des droits coutumiers s'est déroulée sur le site qui abrite ces terres, propices à l'agriculture et à l'élevage. Selon le secrétaire général de l'université Peleforo Gonkulibali de Korogo, c'est un autre pas de géant que vient de faire l'université sur le chemin du développement de l'agriculture et de l'élevage à Longo et dans tout le nord. Vraiment soulagé parce qu'à un moment on avait des inquiétudes, mais vraiment il y a les collaborateurs techniques qui ont tout fait pour que ça puisse aboutir. Vous ne pouvez pas imaginer la satisfaction et vraiment le plaisir que ça nous procure. La purge des droits coutumiers achevée, l'université Peleforo Gonkulibali de Korogo pourra enfin démarrer son projet. Le volet social, avec 400 enfants orphelins de la commune d'Abobo qui ont reçu des vivres et non-vivres d'une valeur de 3,5 millions de francs CFA, ce don d'une ONG vise à leur apporter la joie de vivre à travers une assistance. Barakissa Bamba et Emma Niamien pour plus de détails. Des dons en vivres et non-vivres d'une valeur de 3,5 millions de francs CFA offerts à 400 orphelins de la commune d'Abobo. C'est une action de l'ONG Petra Rock. Nous sommes venus dire aux enfants d'Abobo qu'il y a de l'espoir pour eux. C'est pour ça que nous sommes venus faire des remises de dons. Voilà, pour dire aux enfants d'Abobo que nous sommes avec eux, nous leur donnons aussi de l'espoir. Les objectifs, c'est recenser tous ces enfants, c'est-à-dire ces orphelins, et bâtir un centre de formation professionnelle pour ces enfants, pour qu'on puisse les insérer. Ces enfants en situation difficile sont sous la tutelle de différentes ONG de la commune d'Abobo. Ce geste de l'ONG Petra Rock est donc un soulagement pour eux et pour leurs encadreurs. Je suis très heureuse. Je veux lui dire merci de nous avoir protégés. Je promets d'être sage. Je promets de bien travailler à l'école. Merci encore une fois de plus à l'organisation Petra pour ce programme. Il y a plusieurs enfants qui sont là et vraiment la joie est dans le cœur de nos enfants et ça c'est le plus important. Bon, que Dieu bénisse l'ONG Petra, bénisse les organisateurs, bénisse les donateurs et tous ces enfants qui sont là. Bâtir l'espoir d'un avenir radieux pour les orphelins, l'ONG Petra Rock veut y parvenir à travers son projet phare, la construction d'un centre de formation professionnelle. Ce centre accueillera jusqu'à 100 pensionnaires dont l'âge varie entre 14 et 20 ans.
Hors de nos frontières, en image, le président congolais Denis Sassou Nguesso a prêté serment samedi à Brazzaville devant la Cour constitutionnelle qu'il a investie pour un nouveau mandat de 5 ans après sa victoire contestée par l'opposition à l'élection présidentielle anticipée du 20 mars dernier. Autre image, la terre a tremblé en Équateur. Un séisme de magnitude 7,8 a fait au moins 77 morts et près de 600 blessés en Équateur après avoir frappé hier dans la soirée la côte nord-ouest de ce pays d'Amérique latine. Ce tremblement de terre a provoqué des dégâts considérables. La secousse a été ressentie jusque dans les pays voisins, au Pérou et en Colombie. Il s'agit du pire tremblement de terre dans le pays depuis 40 ans. Comme nous sommes dimanche, un mot de religion. Rome, capitale de l'Italie, a accueilli des Ivoiriens en pèlerinage à la faveur de la Semaine Sainte. Ce sont des chrétiens conduits par l'association Notre-Dame du Salut. Un reportage à Rome signé Eugène Atoubé. De la Piazza San Pietro à la Via Borgo Pio, la perspective est merveilleuse. À Rome, capitale de l'Italie, la place Saint-Pierre offre toujours à voir un flot de chrétiens catholiques et une cohorte de visiteurs et touristes se disputer les meilleures places pour voir et écouter le pape à ses rares sorties. En cette année jubilaire où François invite les catholiques du monde entier à porter la réflexion sur la miséricorde, Rome et spécialement la cité du Vatican a été le cadre choisi par les catholiques de l'association Notre-Dame du Salut pour redécouvrir le sens du mot miséricorde et surtout s'approprier la façon dont elle se traduit dans la pastorale de l'Église. Si je n'ai pas la force du Christ pour me relever, pour me pousser, pour me tenir, pour me supporter, pour me montrer le chemin, je ne suis rien. Et ça, c'est sa miséricorde. À regarder la position du pape qui vient à nous, qui se fait tout petit, qui se mêle à tout le monde, je pense que c'est beaucoup de choses que nous devons apprendre à faire. Le jubilé de la miséricorde annoncé par le pape François comme expliqué par les prêtres et responsables des questions spirituelles de l'association Notre-Dame du Salut est une invitation adressée aux chrétiens à méditer sur son baptême, son acceptation de Jésus-Christ. C'est pourquoi à Rome, les Ivoiriens mettant à profit la Semaine Sainte se sont littéralement inscrits dans une démarche jubilaire. Nous sommes plus pécheurs que tout, mais Jésus nous a pardonné et il a donné sa vie même pour cela. Donc, il faut que nous aussi, nous puissions pardonner aux autres à travers la communion. C'est notre foi qui se trouve renforcée. Il faut persévérer dans la voie qu'on a choisie, celle de vivre comme les premiers chrétiens. Par notre foi, par notre comportement, nous allons arriver à être de véritables témoins. Dans cette démarche jubilaire, les pèlerins ivoiriens se sont d'abord rendus sur les pas de Saint-Pierre et Paul apôtres. Ce sont respectivement la basilique Saint-Pierre, lieu de martyre, endroit même où fut exécuté Saint-Pierre, victime de la persécution de Néron vers les ans 64-67 sous l'Empire romain, et la basilique Saint-Paul, ouvrage de dimension plus modeste. Ici, comme dans les basiliques Saint-Jean du Latran et Sainte-Marie-Majeure, porte sainte ouverte aux pèlerins de l'association Notre-Dame de Salut en Côte d'Ivoire, ceux-ci ont été exhortés à se laisser interpeller par le témoignage de ces chrétiens modèles. Exhortation aussi à redire leur foi, célébrer l'amour de Dieu et entrer dans une démarche de conversion. C'est une catéchèse, une leçon forte que le Seigneur nous a donnée. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et ne pas se mettre véritablement au service de ses frères. Donc, quel doit être le comportement du chrétien, surtout après un pèlerinage ici à Rome? Eh bien, c'est de prendre le Christ comme exemple de vie. Le chrétien est appelé à aimer le monde et à aimer les hommes auprès desquels il est envoyé. Donc, voilà cette attitude, devenir miséricordieux comme le Père. Être miséricordieux comme le Père, ainsi que le souligne le pape François dans sa bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, c'est d'abord se mettre à l'écoute de la parole de Dieu et en faire son style de vie. Religion après culture, Black Lama est un concours de beauté à cheval entre les Miss et les Aoulaba. C'est l'une des innovations de la 2e édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Aminata Koulibaly a été élue Black Lama ce vendredi 15 avril. Reportage Maria Kobi, commentaire Léon Brou. Black Lama 2016 avec 129 points, numéro 5. Aminata Koulibaly, nouvelle Black Lama de Bouaké à la faveur de la 2e édition de la foire Forum Carnaval de cette ville.
En plus de ses atouts physiques, elle a convaincu le jury et le public pour un total de 129 points sur 150 avec sa capacité intellectuelle. Aminata aura été en effet la seule des 14 candidats dont la réflexion sur le thème « Identité plurielle et cohésion sociale » a séduit plus d'un. Un thème qui a mobilisé autour des organisateurs de la foire Forum Carnaval, le conseil municipal de Bouaké, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le gouvernement ivoirien. Et le ministre de la promotion de la jeunesse et l'ambassadeur d'Afrique du Sud de féliciter la mairie de Bouaké. Ils soutiennent que son initiative est la manifestation de la renaissance de Bouaké. Vous me donnez l'occasion de féliciter le maire Nicolas pour le travail extraordinaire qu'il fait pour faire renaître la ville de Bouaké. Donc nous sommes très heureux de voir que la population accompagne le mouvement. Effectivement, la vie, les activités commerciales sont revenues et sont au bout du jour. Il est très important qu'il y ait un échange culturel entre les peuples en Afrique. Donc il est bon pour les Africains de se connaître les uns les autres et une des meilleures façons de le faire, c'est à travers le sport et la culture. Plus les Sud-Africains et les Ivoiriens sont ensemble, mieux nous développerons notre continent pour tous avoir du travail et une meilleure espérance de vie, ce que l'Afrique n'a pas connu depuis de nombreuses années. L'acclamant tiré de la langue locale baoulé signifie belle femme. Ce concours fait partie des innovations de la deuxième édition de la foire Forum Carnaval de Bouaké. Il se veut la jonction entre l'élection Miss et le concours Aoulaba. Le décor est planté et comme annoncé, nous sommes ce dimanche avec M. Coulibaly Siaka Minaya. Il est le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Avec lui, nous allons faire le point des assises de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. La conférence ici à Abidjan a mobilisé 46 ministres en charge des questions agricoles. Donc important pour la RTI de faire un point. Merci, M. le directeur, d'être venu sur notre plateau. Merci à vous, madame. C'est la troisième fois que la Côte d'Ivoire abrite les assises de la FAO. Pourquoi? Merci. Vous savez qu'au niveau de la FAO et des pays membres de la FAO, il y a un principe de rotation qui est respecté. Et l'Afrique a été divisée dans le cadre des activités de la FAO en sous-régions. Et généralement, les tours de passage sont décidés au niveau des sous-régions. Alors, la session précédente, il y avait eu pour la zone d'Afrique du Nord en Tunisie. Et c'était le tour de l'Afrique de l'Ouest pour cette édition, la 29e. Alors c'est déjà le premier principe qui fait qu'il fallait choisir un pays d'Afrique de l'Ouest. À partir de là aussi, il fallait faire acte de candidature. Et puis, après avoir pris connaissance du cahier des charges qui est lié justement à l'organisation de cet événement. Ce qui a été fait par notre pays. Mais il y a une troisième raison qui est la plus importante parce qu'effectivement, tous les autres pays de la sous-région pouvaient faire la même chose. C'est qu'il faut développer un argumentaire solide. Et pour ce qui concerne notre pays, les statistiques et les résultats exceptionnels que nous avons, notre pays constitue une véritable puissance agricole mondialement reconnue. Pour vous citer quelques exemples, pour le cas du café-cacao, que nous connaissons, nous sommes premiers producteurs de cacao avec près de 1 800 000 tonnes. Il y a aussi, depuis l'année dernière, la noix de cajou, à laquelle nous sommes aussi premier mondial, avec plus de 700 000 tonnes, pour être 702 000 plus précisément. Il y a aussi, ce que beaucoup de gens ne savent pas, nous sommes premier producteur mondial de noix de cola, avec plus de 260 000 tonnes. À côté de cela, nous sommes premiers dans d'autres disciplines et d'autres spéculations au niveau africain. Donc, alors pour ne citer que c'est là. Alors donc la Côte d'Ivoire avec un argumentaire solide, donc la Côte d'Ivoire est une référence non seulement pour les pays membres, mais pour la FAO qui généralement dans ses déclarations cite notre pays en exemple pour que les autres pays viennent s'inspirer de notre expérience. Et justement, la Côte d'Ivoire est une référence parce qu'en Tunisie, avec 41 ministres, et en Côte d'Ivoire, on a noté 46 ministres africains. D'accord. Le thème était la transformation du système agroalimentaire africain pour une croissance inclusive et une prospérité partagée. Comment traduire ce thème pour le plus petit consommateur de la chose agricole?
Merci madame. Vous savez que en matière de croissance, par définition économique, on parle souvent de taux de croissance. Tout le monde veut tendre un taux de croissance à 2 chiffres. Alors, la justification de ce terme est partie du fait qu'il y avait 2 situations. D'abord, un constat paradoxal, et puis ensuite, la problématique qui est liée au secteur agroalimentaire lui-même. Alors, le constat paradoxal, c'était quoi? C'est que malgré les chiffres qui sont avancés sur le plan économique des taux de croissance, un pays pouvait avoir un taux de croissance relativement élevé et malheureusement cela ne se traduisait pas par une amélioration des conditions de vie des populations qui sont majoritairement rurales et dans le secteur agricole. Alors il fallait savoir pourquoi. Et c'est pour cela qu'il y a le mot inclusif qui arrive. Et à côté de cela, la complexité, la problématique du secteur agroalimentaire lui-même fait qu'il fallait parler de transformation parce que dans la majorité des pays africains, nous avons un secteur agroalimentaire qui est caractérisé par le fait que d'abord il est très peu compétitif parce que tout simplement il est fortement dominé par l'informel. Alors compte tenu de cela, il fallait procéder à des changements positifs d'adaptation. Et c'est pour cela que nous avons parlé de transformation des systèmes. Alors, ces changements doivent permettre justement d'arriver à prendre en compte les petits producteurs, soit individuellement, soit à travers leurs organisations, ce qui est plus facile, de façon à leur permettre de profiter de la dynamique générale qui est insufflée par le taux de croissance à travers les investissements structurants. Et cela permettra aux producteurs organisés de pouvoir capter une partie des richesses qui sont générées au niveau de la chaîne des valeurs en s'organisant pour pouvoir procéder à une intégration verticale de la chaîne des valeurs. L'un des objectifs visés était d'assurer la sécurité alimentaire. Comment assurer cette sécurité alimentaire quand on sait que le changement climatique menace l'agriculture africaine? Merci. Effectivement, vous avez raison de poser la question. C'est une question qui est très vaste. Il est vrai qu'il y a les facteurs naturels tels que le changement climatique contre lesquels l'homme ne peut rien. C'est pour ça qu'on parle plutôt de dispositions d'adaptation et d'atténuation de ces effets. Mais il y a également les facteurs humains qui sont liés à l'organisation, au mode de production, et à l'organisation d'abord au niveau national et puis ensuite au niveau continental et régional. Alors c'est tous ceux-ci qui sont liés justement à l'action humaine qui peut être améliorée de façon à subir moins les effets contre lesquels l'homme ne peut rien, c'est-à-dire les changements climatiques. C'est pour cela que pour pouvoir arriver à la sécurité alimentaire, évidemment on pourrait donner plusieurs stratégies, mais je pourrais vous donner très simplement 4 pour nous permettre d'avancer. D'abord, il faut procéder il faut se mettre dans une dynamique et une approche macro d'intégration. C'est-à-dire qu'il faut partir des 3 niveaux, le niveau continental, le niveau régional et le niveau national. À partir de cet instant-là, parce que vous savez que l'insécurité alimentaire est un peu comme les pandémies, c'est comme les catastrophes naturelles, elles ne connaissent pas de frontières. Alors cela me permet de rappeler ce que le père fondateur nous disait. Si vous êtes une oasis de richesse et d'abondance dans un désert de misère et de pauvreté, vous-même votre sécurité alimentaire est menacée. C'est pour cela qu'il faut tenir compte de cette approche d'intégration au niveau régional et au niveau continental. Et c'est ce qui a été fait par nos gouvernants, d'abord au niveau continental, par ce qui a été défini comme étant le programme de programme détaillé de développement de l'agriculture en Afrique, le PDDA. Et à partir de là, au niveau régional, il y a eu ce que nous avons appelé au niveau de la CEDEAO, le PRIA, qui est un programme régional d'investissement agricole. Donc, chez nous ici, au niveau national, la déclinaison, c'est le PNIA que vous connaissez. Voilà les dispositions au niveau organisationnel. À côté de cela, il faut, pour la sécurité alimentaire, procéder au développement de tout ce qui rentre au niveau des facteurs de production. Notamment, il faut appuyer la recherche-développement sur toute la chaîne des valeurs, depuis la conception du matériel végétal, c'est-à-dire les semences, et même le matériel animal pour ce qui concerne les ressources animales,
jusqu'à l'assiette du consommateur, comme on pourrait dire, en passant par la transformation, la conservation et tout. Il faut pouvoir développer tous ces aspects-là pour pouvoir arriver non seulement à avoir des aliments en quantité suffisante et en qualité, mais surtout accessibles à toutes les bourses. Parce que les aliments peuvent être disponibles, mais s'ils sont chers, on ne peut pas les acheter. C'est pour cela qu'il faut combiner les deux. Alors l'un des axes aussi, pour avoir la sécurité, il faut arriver, et on disait tantôt que le problème, la problématique mettant en évidence l'informel. Alors il faut arriver à développer des filières. À travers ces filières, les producteurs vont s'organiser et ils vont constituer une véritable puissance économique qui va permettre maintenant d'être des acteurs à prendre en compte là-dedans. Et enfin, un des éléments, j'avais dit 4, le quatrième, il faudrait concevoir un système de financement. Parce que vous savez que les banques classiques trouvent que le secteur agroalimentaire comporte trop de risques. Donc il faut pouvoir concevoir un système de financement adapté qui prenne en compte la spécificité de ce secteur. Alors les 4 conditions combinées, plus d'autres éléments qui sont peut-être plus mineurs, pourront permettre d'espérer avoir la sécurité alimentaire. Monsieur le directeur, donc la 29e conférence de la FAO a mobilisé 46 ministres en charge des questions agricoles ici à Abidjan. Noël Niagno revient sur les temps forts de ces assises. La 29e conférence régionale de la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, c'est désormais du passé. Comme les autres fois, des résolutions ont été adoptées. Un mandat de 2 ans est confié au ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, président de la conférence d'Abidjan, à charge pour lui de porter la question agricole au bon endroit et au bon moment, au regard de la problématique d'Abidjan, vaincre la faim d'ici à 2030 et réduire sensiblement la pauvreté. Premier exercice, l'évaluation de la mise en œuvre des recommandations précédentes, réalisée à minima à défaut de moyens financiers. Leçon à tirer, il faut être réaliste. Il y a de très belles idées, aussi bien en ce qui concerne les diagnostics que nous posons sur le secteur à travers le continent, que les solutions que nous voulons adopter. Je les ai invités simplement à ce qu'on fasse beaucoup plus attention maintenant sur les mises en œuvre, parce qu'en réalité, c'est dans la mise en œuvre que nous avons souvent des soucis. Très souvent, quand le résultat n'est pas au rendez-vous, au lieu de revoir la mise en œuvre, on est tenté de croire qu'il faut reprendre tout le processus. Donc ça fait un éternel recommencement. C'est la prudence de l'agriculteur après une longue et précieuse observation du passé et en la matière, un exemple fait foi. L'engagement de Maputo. Quand nous faisons le point aujourd'hui, très peu de pays ont atteint les 10%. Or, les 10%, c'était pour un objectif de croissance agricole de 6%. Le mieux aurait été de dire que nous puissions demander aux pays de dire quelles sont les ressources qu'elles sont capables de mettre à la disposition du secteur et les engager sur ces ressources plutôt que d'avoir une déclaration que tout le monde suit difficilement. Sur cette base, on est tenté de se demander quelles sont les autres recommandations significatives qui ont sanctionné la rencontre d'Abidjan et que leur a-t-on opposé en termes de réalisme. Monsieur le directeur, nous allons directement commencer par la dernière question de Niagno. Quelles sont les autres recommandations importantes qui ont sanctionné la rencontre d'Abidjan? Ok, merci madame. Évidemment, comme vous disposez du document détaillé, il va être facile de rentrer dans les détails, mais pour faciliter les choses, on peut retenir l'essentiel et regrouper à 3 niveaux. D'abord, pour ce qui concerne la thématique sur les partenariats publics-privés. Et ensuite, il y a ce qui concerne la thématique sur le respect des objectifs de développement durable. Et aussi, à notre sens, il est important de parler du réseau des structures déconcentrées ou décentralisées de la FAO dans le cadre de sa mission auprès des différentes institutions. Je vous dirai tout à l'heure pourquoi ça intéresse notre pays. Bon, évidemment, il y a l'élément, monsieur le ministre en a parlé tout à l'heure, il y a aussi le volet important concernant le changement climatique qui, lui, rentre aussi et est pris en compte dans ce que j'ai appelé la thématique au niveau des objectifs de développement durable. Parce qu'on ne peut pas parler de durabilité si on ne met pas de dispositions. Donc c'est pour cela que j'ai regroupé les recommandations qu'on peut retenir. Alors pour revenir à ces 3 thématiques, pour ce qui concerne le partenariat public-privé,
les recommandations, à partir de l'expérience vécue, évidemment, il y a des acquis positifs qu'il faut capitaliser, mais c'est surtout là où il y a eu des insuffisances, il faut porter des correctifs. De manière générale et dans tous les pays, si le partenariat public-privé constitue une option incontournable du fait que le financement du secteur agricole coûte très cher, mais il faut retenir le fait qu'il faut pouvoir le normer, définir des textes réglementaires et qui puissent faire en sorte que le principe de gagnant-gagnant pour les deux parties soit respecté, parce que dans certains cas, c'est une seule partie qui gagne, c'est-à-dire le privé, alors qu'en réalité, ces partenariats sont établis au bénéfice d'abord de nos populations en passant par le pays. Et ensuite, dans la deuxième thématique concernant les objectifs de développement durable, il y a l'élément majeur et qui est d'actualité, qu'il faut faire en sorte qu'il y ait des créations d'emplois pour faire en sorte que le flux extérieur des jeunes prenne fin, sinon diminue, pour faire en sorte qu'on crée des emplois non seulement attrayants, mais rémunérateurs, et pour que les jeunes, au lieu d'aller prendre des risques et s'exiler, puissent se trouver de quoi vivre sur place. Et il y a un des éléments qui est très important, qui est celui de faire le développement et la croissance inclusive sur la base de la parité des genres, et faire en sorte que la femme puisse arriver à une autonomisation pour pouvoir apporter son grain de sel pour la gestion des familles. Monsieur le directeur, une autre information importante à cette conférence, le ministre ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural, Mamadou Sangafa Coulibaly, a été désigné comme président du Conseil des ministres pour 2 ans. Pourquoi ce choix et quel serait son rôle? Alors, je dirais d'entrée de jeu, c'est un choix logique par rapport aux principes qui régissent justement l'organisation de la FAO. Ce principe de base est que tout pays organisateur a un certain nombre d'avantages. Donc, quand un pays est organisateur, le ministre en charge de l'agriculture est automatiquement président de la conférence qui se tient chez lui pour gérer les 2 ans jusqu'à la prochaine conférence. C'est en cela que notre ministre, le ministre Mamadou Sangafa Coulibaly, qui est actuellement ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a été logiquement élu par ses pairs pour présider cette conférence jusqu'à la prochaine. Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne? Alors, la Côte d'Ivoire gagne beaucoup de choses. La Côte d'Ivoire gagne beaucoup de choses, mais à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau national, alors je vous disais tantôt dans la déclinaison que j'ai faite au niveau des recommandations, le 3e chapitre, je n'avais pas eu le temps de développer, c'est ce qui concerne le réseau des structures de concentrés de la FAO. Notre pays gagne beaucoup dans la mesure où, en plus d'être pays hôte, il y a eu quand même la signature de 2 accords qui sont très importants. Et à partir de la déclaration du groupe Afrique qui, lui, réside à Rome, ils avaient proposé que la FAO, en plus des autres représentations régionales et sous-régionales, puisse renforcer sa présence en Côte d'Ivoire pour bénéficier de la proximité de la BAD et d'autres institutions de niveau continental comme Africa Seed et Africa Rice et d'autres organisations sous-régionales, de façon à permettre à la FAO de mettre à profit la présence de ces structures-là et renforcer son action. Alors donc il y a eu 2 accords, je disais tantôt, un accord d'abord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et la FAO pour certains investissements spécifiques dans le cadre du renforcement des investissements du secteur agricole. Et il y a eu aussi un accord de bureau de liaison qui est une étape très importante pour arriver à un bureau sous-régional qui va couvrir toute l'Afrique de l'Ouest. Et pour nous, c'est le premier résultat que nous pouvons considérer comme étant très positif. Au niveau des populations, bien entendu, on a dit que le partenariat public-privé devra désormais tenir compte de l'avis et de l'intérêt des petits producteurs. Et bien entendu, on aura un conseil agricole renforcé. Le système de production va être modernisé de façon à réduire la pénibilité et attirer les jeunes gens à l'agriculture et arriver surtout à ce qu'on appelle l'agribusiness et l'agrobusiness. Mais comme, si le temps le permet, je pourrais expliquer la différence entre les deux. Nous pensons que vous avez beaucoup à dire sur le sujet, mais on a cette préoccupation très importante. Quelle est l'idée porteuse d'espoir pour éradiquer la faim et réduire sensiblement la pauvreté en Afrique? Pour terminer en quelques mots. Vous savez que le mot éradication en lui-même est vaste. C'est pour cela que pour être prudent, c'est des dispositions qu'il faut prendre pour faire en sorte que comme
le changement climatique et son effet soit non seulement atténué, bon, si on peut l'éradiquer seul, comme je vous disais tantôt, il est un peu comme les pandémies. Si chez nous, nous pouvons l'éradiquer avec notre niveau de production qui est de près de 17 millions de produits vivriers, mais la sous-région n'a pas le même cas. Alors, j'ai déjà cité 4 principes. À la première question, je pense qu'il s'agit de les mettre en pratique de la manière la plus concrète et comme quelqu'un le disait, de sorte que les recommandations qui ont été faites, au lieu d'être dans les tiroirs, qu'elles soient véritablement appliquées. Et cela fait partie de la mission de notre ministre, de faire en sorte que ces recommandations puissent être mises en œuvre d'ici la prochaine édition. Merci, monsieur le directeur, d'être venu sur notre plateau. Vous êtes M. Coulibaly Siaka Minaya et vous êtes le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture et du Développement rural. Avec vous, nous avons tracé le bilan de la 29e conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO pour l'Afrique, qui s'est tenue ici à Abidjan du 4 au 8 avril. 3 points essentiels, l'investissement, le financement et la commercialisation pour une agriculture plus forte. Merci pour votre contribution. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci aussi à Noé Nyagno qui nous a aidé à préparer ce magazine du dimanche. C'est la fin de ce 13h, supervisé par Adama Kone. Merci de votre fidélité.